tout ce qu'il faut savoir au sujet de la raison individuelle. Bonjour Patricia, Bonjour Guylain, comment vas-tu? très bien, merci. Merci de m'avoir invité. Mais avec grand plaisir. Patricia, est-ce que tu peux m'expliquer clairement ce qu'est une raison individuelle? Alors, c'est une forme juridique en Suisse où la personne physique propriétaire de la raison individuelle est légalement considérée comme la même entité que son entreprise. Donc, en d'autres termes, le propriétaire, le créateur de l'entreprise, porte son propre nom et sa raison individuelle, eh bien, porte le nom de ce propriétaire. Donc, ils ne font qu'un. C'est la même entité. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il l'exerce en son propre nom. Exactement. Comme on dit, en son nom propre. C'est juste. Ça veut dire, moi, par exemple, Guylain Malanda, si j'ouvre une raison individuelle, le nom de ma raison individuelle sera Guylain Malanda Oui, et j'exercerai au nom de Guylain Malanda. c'est ça. On peut mettre un autre nom pour compléter, mais Guylain Malandois doit figurer sur la raison individuelle. Et quelles sont les caractéristiques principales de ce statut? Le propriétaire est 100% responsable de l'entreprise. Il n'y a pas de limite de responsabilité, c'est-à-dire que toutes les dettes sont au nom du propriétaire. Et donc, il est très important de savoir que si on monte une raison individuelle, eh bien, on va être responsable de l'ensemble de l'activité, de l'ensemble des aspects financiers. Il n'y a aucune limite. Un autre élément intéressant, c'est au niveau de la déclaration fiscale. Eh bien, la même déclaration fiscale va contenir tous les éléments liés à la personne elle-même et tous les éléments liés à l'activité indépendante. Parce qu'en fait, une raison individuelle, c'est une activité indépendante menée par la personne, par le propriétaire. Donc, ce sera une déclaration fiscale pour la partie personnelle. Est-ce que j'ai des enfants? Est-ce que je suis mariée? Etc. Et est-ce que j'ai des biens immobiliers? Et la partie activité indépendante, donc entreprise. Encore une chose, si l'entrepreneur qui a cette raison individuelle a par ailleurs une activité salariée, ça arrive. Nous en avons à Calliope, donc certains entrepreneurs qui sont sous forme de raison individuelle et qui ont en parallèle une activité salariée, par exemple 50% de leur temps, eh bien la déclaration fiscale se fera pour la partie activité salariée avec un complément, donc un document dans la déclaration fiscale qui sera complété pour la partie activité indépendante avec tous les éléments comprenant les notions de la personne telles que, comme je disais tout à l'heure, enfant, époux, épouse, bien immobilier, compte en banque, etc. Et pour quel type d'entrepreneur ce choix, donc de choisir la raison individuelle, est-il le plus adapté? Alors, le conseil de base que je pourrais donner, c'est de commencer une raison individuelle si on a très peu d'investissements à faire ou si on a peu de factures récurrentes, que ce soit de matériel, de produits et autres, parce que à partir du moment où on a une activité avec beaucoup de charges en termes d'achat de marchandises, de stock et autres, eh bien, la responsabilité de l'entrepreneur est très très grande, ce qui fait qu'en cas de dette, en cas de difficulté de paiement des fournisseurs, les autorités peuvent venir saisir les biens qui n'ont rien à voir avec l'activité indépendante a priori, mais qui sont les biens du propriétaire. Ce qui veut dire que le propriétaire qui aurait une voiture devrait céder sa voiture si on vient saisir ses biens pour payer des dettes liées à son activité indépendante. Donc, ça, c'est les limites, hein, c'est le côté responsabilité qui est entière. Pour répondre à la question, il faudrait choisir la raison individuelle quand il y a peu de risques financiers, en fait. Par exemple, vous êtes coach, parfait, il n'y a pas besoin d'investir dans beaucoup de matériel, vous avez peu de dettes finalement, ou peu de frais. Un artisan qui maîtrise bien son environnement de travail. Il y a aussi une chose très importante dans la raison individuelle, on s'attend la plupart du temps à ce que le patron de la raison individuelle soit lui-même le spécialiste du travail qu'il fait. En général, on met son nom parce que on est soi-même artisan, on est soi-même le spécialiste du travail. Donc, on vient chez Guylain Malanda pour la compétence de Guylain Malanda. Donc, il faut normalement qu'on choisisse une raison individuelle si nous représentons vraiment notre travail. Du style, vous êtes professeur indépendant, eh bien, vous donnez des cours en votre nom. Vous êtes un illustre professeur, on vous connaît sous ce nom-là.
Vous n'allez pas mettre le nom de quelqu'un d'autre, vous n'allez pas mettre un nom autre, vous allez mettre votre nom. Donc là, la raison individuelle a tout son sens. Donc il y a vraiment cette notion d'investissement, cette notion de travail, cette notion de représentation de la personne. Alors, coach, artisan, encore attention à la notion de responsabilité en termes de finances. On parlait en aparté tout à l'heure de, par exemple, monter un petit salon de toilettage pour chiens. Voilà, bah, par exemple, si ça ne demande pas trop d'investissement, des choses comme ça, des Donc ça veut dire que si activités. j'ai une idée d'ouvrir par exemple un salon de toilettage ou même mon propre salon de coiffure, je pourrais très bien le lancer sous forme de Oui. raison individuelle. Oui, tout à fait. Après, il faudra faire attention, bien sûr, parce qu'il y a quand même les loyers à payer du salon, le matériel. C'est quand même onéreux de monter un salon, tout ce qu'il y a aussi en termes de sièges, bacs, etc. Donc, ça peut vite monter. Donc, il faut vraiment s'assurer de pouvoir tenir financièrement. Il faut aussi pour toute autre forme d'entreprise. Mais je veux dire, là, on est personnellement tenu responsable. D'accord. Et si par exemple je n'arrive plus à payer mon loyer Oui, et que je suis contraint de rembourser des dettes parce oui, que j'ai pris des crédits, oui, oui, forcément quand on ouvre un salon de coiffure ou salon de toilettage ou oui. voilà, tout type de business comme ça nécessite des investissements qui sont quand même assez importants. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, c'est les poursuites et faillites qui vont venir pointer leur nez, on va dire, et qui vont faire tout le travail d'analyse de la situation et poursuivre pour dette. Alors, poursuivre pour dette, c'est-à-dire des remboursements qui peuvent être échelonnés, tout un système. Là, ce serait l'objet d'un autre débat. Mais c'est au nom propre. Donc, ça veut dire qu'après, on porte avec soi eh bien, tout ce fardeau de dettes qu'il faut rembourser. Imaginons que l'activité indépendante cesse, ben après on va travailler comme salarié quelque part et il y aura certainement des retenues sur salaire pour payer les dettes de la précédente activité, etc. À Donc moins en, que d'autres arrangements soient mis en place, mais en tout cas, ça Mhm. reste une dette personnelle. Donc en fait, les autorités ne font pas la distinction entre toi-même et Exact. ton activité. C'est ça. Tu C'est es une une même personne entité. et ton activité représente toi-même aussi. Ce qui Exactement. est complètement différent, par exemple, d'une SARL ou Oui, d'une SA, oui, qui est une entité complètement distincte de toi-même. voilà. Et s'il y a des dettes à payer ou autres, tu n'es pas poursuivi personnellement. Alors, jusqu'à un certain niveau, parce que les administrateurs ou gérants d'une SARL, s'ils ont des dettes liées à des fautes de gestion, si jamais ils n'ont pas payé, imaginons les cotisations sociales qu'ils devaient durant leur activité, et puis l'entreprise fait faillite ou autre, les autorités vont quand même analyser la situation et voir jusqu'à quel point les administrateurs sont responsables de la gestion. Le gérant reste responsable de la gestion, Mhm. donc il est quand même potentiellement tenu pour responsable en cas de faute, Grave, par exemple. en cas de faute de gestion, on va dire. D'accord, Ouais. très bien. Et du coup, ça, c'était le négatif de ce que représente la raison individuelle, mais quel est le positif, justement, quand on se lance en tant que raison individuelle? Alors, le gros avantage de la raison individuelle, c'est sa simplicité de création. C'est très simple, il n'y a pas d'apport à avoir, contrairement à la SARL qui est 20 000 francs au minimum. Là, aucun apport, à part, bien sûr, pour démarrer, on a bien besoin d'apport. On doit faire un business plan, des choses comme ça, mais il n'y a pas un apport minimum requis. Donc ça, c'est la simplicité. Et puis, sur le plan administratif, c'est très simple également de créer une raison individuelle. On conseille toujours de faire un business plan. Certains vous diront, mais à quoi ça sert? Alors, par exemple, quand les personnes venant de l'étranger veulent obtenir un permis de travail pour créer une raison individuelle en Suisse, elles doivent faire un business plan pour pouvoir montrer aux autorités que leur idée est potentiellement viable. Hein. Ça, c'est nécessaire, c'est même indispensable. Par contre, une personne qui réside en Suisse, qui crée une raison individuelle, qui ne demande aucun investissement à personne, qui fait tout seul, va peut-être passer l'étape du business plan sans vraiment la concrétiser. Nous conseillons toujours de faire un business plan parce que ça permet de poser ses idées et de très vite voir là où ça peut ne pas fonctionner. Donc, pour la raison individuelle, si on crée un business plan, on y voit clair, eh bien, après, on passe au travers, disons, des assurances sociales pour obtenir le statut d'indépendant. Pour cela, il faut avoir 3 factures déjà, donc il faut avoir déjà travaillé. Ça veut dire qu'on commence l'activité sans forcément être déjà indépendant.
Oui. Le statut d'indépendant vient après, on va le demander auprès d'une caisse AVS et on doit s'inscrire aussi aux impôts comme activité indépendante. Donc, on y va personnellement au guichet, on s'inscrit et à partir de là, eh bien, on continue son petit bonhomme de chemin pour devenir voilà, une structure, si possible, bien positionnée sur le marché. Donc, les avantages, simplicité de création et pas de fonds exigés d'avance Donc au ça veut dire départ. que pour se lancer en tant que raison individuelle, il faut d'abord commencer à générer du revenu. Si je comprends Alors bien. oui, c'est une très bonne façon de synthétiser ce long message que je viens de passer. Effectivement, il faut en Suisse déjà commencer, bien garder ses tickets, bien faire déjà sa comptabilité, pas rester trop longtemps non plus à travailler dans son activité sans être reconnu comme indépendant. Mhm. Mais on est obligé de passer par un début, un démarrage d'activité, puisque la caisse AVS demandera au minimum 3 factures pour Mhm. bien justifier qu'on n'est pas un salarié d'une entreprise, on n'a qu'un client. Oui, On a plusieurs clients parce qu'on n'est pas salarié d'une entreprise, on n'est pas dépendant d'une entreprise. Ça, c'est très important. C'est pour ça que c'est indépendant. oui, Voilà. d'accord. Donc, 3 factures au minimum. Certains demandent 5. Oui. Et en toute autonomie. Très important. Prouver qu'on travaille en toute autonomie. Et à partir de quel moment est-ce que on doit s'inscrire au registre du commerce? Alors, déjà, quand notre chiffre d'affaires atteint 100 000 francs, c'est Mhm. obligatoire. On doit s'inscrire au registre du commerce. Mais avant cela, ce n'est pas obligatoire. En revanche, certaines entreprises le font pour être considérées peut-être un petit peu plus qu'un simple freelance, parce que le freelance aura une activité indépendante, tout comme quelqu'un qui aurait monté son salon, même si le salon demande quand même un local, du matériel et tout. C'est le même statut, c'est toujours freelance, Mhm. hein, c'est-à-dire indépendant. En Suisse, on appelle ça raison individuelle indépendant. Donc, à partir du moment où on atteint 100 000 francs, on va au RC. Maintenant, on peut s'inscrire au registre du commerce avant, sur une base volontaire, justement peut-être pour positionner un petit peu plus son activité, même si ça reste une activité indépendante, ou quand certains domaines l'exigent. Voilà. Mais sinon, c'est facultatif avant 100 000 francs. Donc, en résumé, on s'inscrit au registre du commerce à partir du moment où on atteint 100 000 francs de chiffre d'affaires ou pour améliorer sa crédibilité, son positionnement sur le marché. Une autre chose, c'est aussi favorable pour ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc, une petite chose par rapport au compte bancaire, les indépendants, souvent, à tort, mais le font, mettent l'argent, en fait, hein, les revenus, les recettes de leur entreprise sur leur compte privé. Donc souvent, ils n'ouvrent pas un nouveau compte. C'est compliqué pour la comptabilité après coup, mais bon, ils ont une sorte de compte commun pour Mhm. l'entreprise et eux-mêmes. Nous conseillons toujours de commencer à ouvrir un compte séparé, même si c'est au nom propre de la personne, parce que ce sera au nom propre de la personne, et même si c'est pas dit un compte professionnel, mais ce sera un compte que pour les revenus et les dépenses de l'entreprise. Ça, c'est très important. Mais maintenant, si on veut ouvrir un compte professionnel entreprise, même si c'est toujours en tant qu'indépendant, le fait d'être au registre du commerce aidera cette démarche. Et quelles sont les obligations concernant la TVA et le numéro IDE? Alors, commençons par le numéro IDE. Lorsqu'on est assujetti à l'AVS en tant qu'activité indépendante, là, un numéro IDE est généré. Donc, à partir de ce moment, l'entrepreneur aura un numéro d'entreprise. Certains entrepreneurs vont s'enregistrer directement au registre du commerce en pensant qu'ils auront un numéro d'entreprise s'ils sont au registre du commerce. Ce n'est pas exact, parce qu'ils auront un numéro d'entreprise s'ils sont au registre du commerce, mais ils auront aussi un numéro d'entreprise s'ils sont simplement enregistrés à la caisse AVS, parce que la caisse AVS va fournir ce numéro IDE Donc pas besoin de passer par le registre du pour commerce avoir pour un avoir numéro d'entreprise. IDE. D'accord. Exactement. Maintenant, pour la TVA, eh bien, c'est à partir d'un chiffre d'affaires de 100 000 francs que la TVA est obligatoire, donc on doit s'assujettir. On peut s'assujettir sur une base volontaire avant. Pourquoi est-ce qu'on le ferait sur une base volontaire avant? Eh bien, parce qu'on aurait beaucoup, peut-être, de charges qui sont soumises à TVA qu'on aimerait déduire. On aimerait déduire la TVA de certaines charges, c'est-à-dire que quand on achète du matériel ou par exemple des produits destinés à la vente, etc., eh bien ces produits qu'on achète incluent la TVA
Et si on n'est pas assujetti à la TVA, ben on ne peut pas, on paye cette TVA en achetant le produit, mais on ne peut pas la récupérer. Donc ça, c'est une raison qui pourrait faire de s'assujettir à la TVA avant les 100 000 francs de chiffre d'affaires. Une autre chose, à partir du moment où on est assujetti à la TVA, eh bien, on a des obligations, même si, parce qu'il y a plusieurs formules pour la TVA, il y a l'assujettissement au taux de dette fiscale nette, par exemple, qui est une forme d'assujettissement simplifié pour les entrepreneurs, petites entreprises et autres. Et là, on n'aura que 2 déclarations par année, par exemple, au lieu de 4 par année, et on ne va pouvoir, disons, déclarer tous les revenus et calculer la TVA que sur les ventes. Ça, c'est l'avantage, ça évite de faire disons, toute une comptabilité un petit peu plus fastidieuse. On ne s'occupera pas de la TVA sur les achats. D'accord? Donc, on ne va que mettre la TVA sur les ventes, on va la payer à un taux préférentiel aussi, puisqu'on ne peut pas déduire la TVA des achats, il y a un taux préférentiel. Mais, petit point à prendre en vigilance, c'est que c'est pas parce qu'on ne déclare pas ou on ne déduit pas la TVA sur les achats qu'on ne doit pas s'intéresser aux achats de prestations à l'étranger. Donc, il faut être très prudent. En Suisse, quand on achète des prestations venant de l'étranger, prestations, c'est des services. Ça peut être, par exemple, des logiciels pour votre travail. Et là, prenons un exemple d'une entreprise qui travaille avec de nombreux logiciels pour faire des montages vidéo, pour faire par exemple, du marketing en ligne, et ces logiciels viennent de l'étranger. Eh bien, cet entrepreneur, à partir du moment où il est assujetti à la TVA, devra payer la TVA sur les logiciels qui lui sont vendus ou les prestations qui lui sont vendues venant de l'étranger et qui ne facturent pas la TVA dans leur facture à cet entrepreneur. Donc là, ça veut dire qu'il y a un cran supplémentaire à prendre en considération quand on est assujetti à la TVA. Donc, par exemple, même quand on fait des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, Exact. Facebook, Instagram, donc la plateforme Meta, Oui. si on paye des annonces publicitaires sur cette Oui. plateforme, on doit compter en plus la TVA, donc 8,1%. Oui, Imaginons que j'ai payé 20 francs de publicité, je dois rajouter 8,1% Voilà. sur ces 20 francs. exact. Si Meta ne facture pas la TVA parce qu'on n'a pas cliqué, que maintenant on est assujetti à la TVA, etc. D'accord. Ou si l'entreprise en question, d'entrée de jeu, ne facture pas la TVA à l'étranger. D'accord. C'est une entreprise américaine, elle Oui. envoie les factures en Suisse, donc elle envoie au tarif hors taxe américain. Oui. Si c'est le cas, oui, nous prenons en charge à l'arrivée cette TVA et donc il faut la comptabiliser. Oui. Et c'est là que, sans vouloir entrer trop dans les détails, parce que c'est quand même très complexe, toute cette partie-là, il est important de se renseigner quant aux obligations quand on est assujetti à la TVA, même si ça paraît être une formule simplifiée de TVA, Oui. elle n'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de D'accord. choses à prendre en compte. Très Ouais. bien. J'aimerais revenir sur un point. On a parlé du fait que pour un indépendant, ouvrir un compte bancaire n'est pas obligatoire. Mais par contre, si c'est une SARL, est-ce que c'est obligatoire? Alors, c'est vrai que pour l'indépendant, je disais, on conseille d'avoir un compte séparé pour l'activité indépendante, mais s'ils ont tout sur le même, finalement, c'est eux qui vont faire leur fichier Excel en disant, voilà, ils donnent leur facture, voilà ce que j'ai dépensé, voilà ce que j'ai encaissé. Bon, au pire, c'est pas grave si on n'a pas la référence du compte bancaire pour voir les mouvements. Pour la SARL, c'est absolument indispensable. Pour la SARL, on doit inscrire le compte bancaire dans la comptabilité avec ses mouvements. Donc la clôture du compte à la fin de l'année, avec le montant, le solde du compte, doit correspondre au mouvement dans la comptabilité. Donc là, c'est absolument indispensable d'avoir un compte bancaire d'entreprise pour une SARL, une SA, voilà. Et au sujet des assurances, quelles sont les assurances indispensables et nécessaires qu'il faut quand on se lance en tant que raison individuelle? Alors, au niveau des assurances, bien, il y a les assurances sociales, on va dire AVS, AI, APG, qui sont absolument obligatoires. Il y a un taux spécifique pour les indépendants, environ 10%. Et puis après, ça varie en fonction des revenus. La responsabilité civile qui est personnelle, et en Suisse, nous devons tous avoir une assurance responsabilité civile, donc c'est une assurance nécessaire. Après,
il y a plein d'autres assurances possibles, mais pas obligatoires. Par exemple, l'assurance accident, qui est obligatoire dans une SARL, ne l'est pas dans une raison individuelle. Et puis la LPP n'est pas obligatoire non plus. Donc obligatoire, on a vraiment l'AVS, AI, APG, avec bien sûr l'assurance maladie de la personne, ça c'est obligatoire. D'ailleurs, très important, lorsque un indépendant étranger devient indépendant en Suisse, donc une personne qui vit à l'étranger devient indépendant en Suisse, il va devoir choisir quelle assurance maladie il prend. Est-ce que c'est, par exemple, un Français, toujours l'assurance sécurité sociale, etc., en France, ou est-ce qu'il choisit la LAMAL ou l'assurance suisse? Oui, D'accord. Donc la personne qui habite à l'étranger peut choisir s'il veut continuer avec son son assurance maladie. assurance initiale chez lui Voilà. ou s'il peut ou s'il veut tout simplement prendre une assurance en Suisse. Voilà. En Donc il tant a le choix. qu'indépendant, oui, tout à fait. Il Il a a le le choix. choix. Oui. Ok, très bien. Et si par exemple j'ai un ami et que j'aimerais me lancer avec lui et créer un business ensemble? Oui. Sous forme de raison individuelle, par exemple, c'est-à-dire Exactement. pas une SARL ou... Non, est-ce qu'on doit Oui. chacun créer une raison individuelle ou est-ce que moi je crée une raison individuelle et lui peut être parmi ma raison individuelle? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais dans ce cas, mieux vaut une société en nom collectif. Donc, on associe les deux, entre guillemets, raisons individuelles, ou même pas entre guillemets, les deux raisons individuelles, on les associe en une société en nom collectif. Donc, c'est D'accord. comme deux raisons individuelles en une. Ok, Et là, il faut l'enregistrer au registre du commerce. Parce que d'accord, c'est une société, enfin un groupe, si tu veux, de deux raisons individuelles en une. Donc oui, on enregistre au registre du commerce. d'accord. Et ça s'appelle société en nom En nom collectif. collectif. Ben, merci infiniment, Patricia, pour toutes Merci. tes réponses. C'était un plaisir de t'avoir dans cette vidéo. Merci, c'était un plaisir d'y être. Merci beaucoup et à la prochaine.